Donc là, ce que Guillaume a fait, il a cuit la crème anglaise à 85 degrés. Et là, il vient d'ajouter la gélatine, c'est ça? C'est ça. La gélatine fondue. Et là, il va verser sur le chocolat en plusieurs étapes, de manière à faire une émulsion. Comme une mayonnaise, c'est comme une mayonnaise, c'est pareil. Notre métier, c'est de proposer des choses, de faire découvrir. Par exemple, dans la collection de Noël, vous avez un gâteau qui s'appelle Algae, qui est chocolat pure origine Belize, yuzu et citron, et puis algue nori. Dans le texte, ça paraît étonnant, mais quand on le mange, ça devient une évidence. Notre métier, c'est aussi d'inciter nos clients à la découverte et d'être une force de proposition et pas juste comme dans les marques de grande consommation, c'est de donner aux consommateurs ce qu'ils recherchent. Notre métier aussi, c'est de faire découvrir. Si vous avez lu le livre, vous avez dû lire le chapitre Gourmandise raisonnée. C'est un travail qu'on mène depuis 2019 en collaboration avec Frédéric Beau et un médecin nutritionniste qui s'appelle Thierry Anne, avec lequel on travaille sur la réduction de sucre et de gras dans certaines pâtisseries, pas forcément dans toutes les pâtisseries. Et on a toujours en boutique une proposition de pâtisserie végétale et une proposition de pâtisserie gourmandise raisonnée. Donc avec un apport calorique moindre, mais toujours en ayant comme principal repère le goût. J'ai inventé un terme qui était un peu prétentieux à l'époque, qui est la pâtisserie haute couture, la pâtisserie de luxe, parce qu'il existait des traiteurs de luxe, il existait les chocolatiers de luxe, mais il n'y avait pas de marque de pâtisserie exclusivement dans le domaine de la pâtisserie, dans le luxe. Donc c'est quoi? C'est à la fois l'audace, la créativité, le savoir-faire, la qualité du service, la qualité des emballages, la qualité de l'environnement d'une boutique. C'est tout ça à la fois. Ça se coupe bien, facile. Je vais partager. Il y a du goût, il est très contrasté en saveur et en texture. Ça marche bien. Et c'est beau. Même une fois découpé, ça reste beau. Un bon dessert de fin de dîner. Riche en goût, mais léger en texture et pas très sucré. Alors des recettes, dans ce travail ici qu'on fait, que vous avez vu ce matin, on en crée pas loin de 200 par an. Parce qu'il y a bien sûr les gâteaux que vous voyez en boutique, mais il y a également les bonbons au chocolat, il y a les macarons, il y a les cakes, il y a les desserts à l'assiette pour les différents hôtels avec lesquels on collabore. Et j'ai 4 personnes avec moi qui travaillent que là-dessus, à la fois sur la recherche et développement, sur la rédaction et la fiabilisation de la recette, et ensuite sur la transmission des recettes auprès des chefs pâtissiers de la maison. En fait, ce croquis nous sert de base de travail et d'échange. Comme vous le voyez, moi, les recettes, je les annote au fur et à mesure des dégustations et de l'échange, parce que pour moi, c'est important de garder une trace, parce que parfois j'ai besoin de m'y replonger. Tout simplement aussi pour archives. J'ai conservé tous les dessins que j'ai faits depuis 1983. Ils sont tous là. Comme je travaille sur plein de recettes en même temps, ça me permet aussi de me rappeler de quand ça date, quand est-ce qu'on a travaillé dessus. Et parfois j'ai besoin de remonter dans le temps aussi. Ah bah tiens,
sont pas répertoriés par année. Donc là, on est en 2010. Paris-Brest-Ispahan, Paris-Brest-Montebello. Là, c'est toute une série de Paris-Brest avec la date du dessin, la date où j'ai goûté et approuvé, et puis la recette finale. Cette structure que j'appelle l'architecture du goût, pour pouvoir le formaliser, c'est ce qui conditionne l'émotion, le plaisir qu'on peut avoir à manger un gâteau. Ce travail en amont qui est réfléchi, parfois il y a une part d'inconscient, mais ma volonté c'est toujours donner des émotions à celui qui goûte un gâteau, un macaron, un chocolat. Notre métier c'est de faire plaisir. On dit toujours le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Et donc, moi, j'ai toujours ça en tête et c'est quelque chose qui me guide. Il cueille, il sèche, il fait les recettes du gin. Le gin que tu as, il vient du Mont Ventoux. Quand j'utilise en infusion, je pile et je fais infuser 2 à 3 secondes, pas plus. Ah oui, très très peu de temps. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait un bon pâtissier? C'est quelqu'un qui aime son travail et puis qui a une bonne connaissance technique, une bonne connaissance des ingrédients, à la fois les différentes variétés, les différents modes de culture, les différentes récoltes, les différents producteurs, et quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est curieux et qui a envie d'apprendre, toujours. Alors, mon père était boulanger et pâtissier passionné, il faisait ça, son père a déjà été pâtissier, boulanger, son grand-père était pâtissier-boulanger, donc c'est vraiment une tradition familiale. Inconsciemment, c'est lui qui m'a influencé dans le choix de ce métier, parce que je voyais qu'il faisait son métier avec plaisir. J'ai jamais l'impression de travailler. Et pour moi, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, j'ai jamais l'impression de travailler. Alors, à 14 ans, j'ai débarqué à la gare de l'Est. J'ai pris le métro pour aller à Auteuil, où il y avait le service du personnel à l'époque de la maison Le Nôtre. Et donc là, je suis allé rencontrer la chef du personnel. Mais mes parents avaient une grosse dose de confiance, visiblement, et je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de la différence que pouvait être la vie à Paris et la vie en Alsace. Moi, je l'ai vécu comme une confiance énorme que je ne voulais pas trahir. Et donc, c'est quelque chose qui m'a servi de guide, en fait, cette confiance que je ne voulais pas trahir. Ça m'a aussi donné une ligne de conduite, ça m'a aidé à avancer, je crois. Durant toutes les années d'apprentissage du métier, mes parents ont toujours pensé que j'allais revenir et reprendre la boulangerie familiale. Et au fil du temps, plus j'avançais, et moins je me disais que j'allais reprendre la boulangerie-pâtisserie familiale. J'ai pas toujours été certain que je voulais entreprendre, mais en même temps, je voulais faire mon métier comme j'avais envie, et c'est ce qui m'a guidé pour entreprendre et pour ouvrir ma propre entreprise et développer ma propre marque. Alors il se trouve que la toute première boutique, je l'ai ouverte au Japon, par le hasard des rencontres, et parce qu'en France, c'était difficile de trouver les financements. Donc première boutique au Japon, deuxième à Paris, et puis ensuite une troisième à Paris, et puis ensuite, au fil du temps, d'autres points de vente se sont ouverts. Jusqu'à être sacré meilleur pâtissier du monde en 2016. Comment y êtes-vous arrivé? C'est bien sûr du travail, c'est des rencontres, c'est aussi des collaborateurs. Parce que notre métier est fait par les hommes et les femmes qui au quotidien travaillent dans la maison, et c'est aussi une reconnaissance de leur travail, c'est le travail de toutes ces équipes qui sont à Paris, à Tokyo, à Marrakech, à Dubaï, au Qatar ou dans d'autres pays, qui fait que la marque rayonne comme elle rayonne aujourd'hui. Elle rayonne aussi grâce aux macarons qui sont devenus l'un de vos emblèmes. Pourquoi les aimez-vous tant? Lorsque j'ai appris à faire les macarons chez Le Nôtre, j'aimais pas les macarons parce que je trouvais ça beaucoup sucré, et puis je trouvais que ça manquait de saveur.
Mais par contre, j'ai appris à faire ces macarons. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, mais comment je peux donner plus de saveur et moins de sucre? C'était ma quête incessante et elle l'est toujours. Parce que dans le macaron, physiquement, il y a besoin d'un certain équilibre entre l'amande et le sucre et les blancs d'œufs, mais qu'on peut donner beaucoup de goût avec la puissance et l'intensité de la garniture. Et c'est ce que je fais dans tous les macarons que je crée. Il y a une garniture qui est plus généreuse que la moyenne. Et puis j'ai des garnitures qui sont très puissantes et très marquées et très précises en goût. Il y a quelques années, j'avais rencontré François Cheng et je l'ai invité à goûter. J'ai invité pour le rencontrer une deuxième fois. Et au bout de la troisième ou quatrième fois, il est venu avec un poème qui s'appelle « À un macaron, cette rondeur qui recèle ton nom et qui est la marque de ton être, elle est celle de tous les astres du ciel, celle de tant de fruits terrestres. À travers elle, nous songeons un instant à la prodigieuse rotation de l'univers vivant, aux innombrables saveurs que nous prodigue la ronde des saisons, mais la démesure de l'univers souvent nous écrase, nous les minuscules, le foisonnement de la terre souvent nous bouleverse, nous les éphémères. Nous rêvons d'un accord humblement murmurant à notre juste mesure. C'est alors qu'à pas feutrés tu es venu vers nous, soudain tu es là, sous nos yeux médusés, sourire aimable et aimantant, couleurs et fragrances confondues, concentrant en toi la quintessence des saveurs, le tout enclos dans un petit rond. Ayant l'exacte dimension de notre bouche, tu es d'instinct, au rythme de nos bouchées, pénétrant en nous, craquant, fondant, divin éclair éveillant l'intime palais, tout est retrouvé. Printemps, automne, de 1000 vergers d'or, arrière-saison à l'arrière-goût, qui dure encore, miracle d'ici, l'espace de quelques minutes a suffi pour que la finitude bascule dans l'infini. Poème de François Cheng.